Salut à tous, c'est Sully Perfect Ten, j'espère que vous allez bien. Et oui, ça y est, Sully sort déjà sa vidéo review, hein, je vous l'avais dit, j'étais en congé aujourd'hui, donc ça m'a permis de voir déjà le show en direct, de le revoir en un petit peu plus accéléré cet après-midi, et donc de vous préparer cette review de WWE Fastlane 2019. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? Est-ce que c'était un show finalement sans surprise comme on pouvait s'y attendre, ou au contraire avec des choses complètement inattendues? Eh bien, on va faire cette review tout de suite, on va débriefer ça tranquillement. Alors déjà, une première chose, c'est le kick-off, puisque on a appris que finalement le match entre Rey Mysterio et Andrade a été annulé, puisque tout simplement on a vu un segment backstage dans lequel on a vu Carmella et Zelina Vega en coulisses, hein. Carmella qui expliquait que Vega que R-Truth avait le droit quand même à une nouvelle chance pour le titre US. Zelina Vega, évidemment, elle était pas d'accord. Finalement, Carmella a dit oui, mais bon, lorsque Joe a pris le titre à SmackDown, sur qui il a fait le pin déjà en fait? Ah ben oui, c'était Andrade en fait, hein. Voilà. Donc ça c'est un peu frité entre les deux filles. Joe, à ce moment-là, se pointe. Et lui, il se dit qu'il en a rien à branler, de toute façon, que ce soit Rey Mysterio, que ce soit Andrade ou R-Truth, il va rester champion quoi qu'il en soit. Et il prend des mains de Carmella un contrat, hein, qui était déjà dans les mains donc de Carmella, et il signe le contrat, il se barre. Et sur ce, donc, on nous annonce donc un match pour le championnat des États-Unis, donc un impromptu, mais dans la carte principale, donc entre Samoa Joe, R-Truth, Rey Mysterio et Andrade. Donc voilà, déjà une première surprise. On va dire que ce changement de plan, on va dire que l'avantage c'est que c'est plus cool pour Rey et Andrade, hein, qui méritaient pas d'avoir un match en kick-off. Du coup, ils ont une meilleure exposition avec un match en pay-per-view dans la carte principale. Et ça peut éventuellement protéger un match entre les deux à WrestleMania, hein, puisque s'ils s'étaient affrontés là, ça aurait fait beaucoup. Peut-être que du coup, ça peut encore laisser une petite porte entrouverte pour un match entre les deux. On parle beaucoup d'un hair versus mask match, mais j'en suis pas vraiment certain. J'y crois pas trop à ça. Bref, voilà, maintenant on va passer à un match qui a vraiment eu lieu, c'est entre Nakamura Rusev et les New Day dans un match de 13 minutes, donc ce qui est une durée très correcte pour un kick-off. Normal aussi qu'il soit un petit peu plus long vu que c'était le seul match au final de ce kick-off. Match agréable, hein, avec notamment un Woods que j'ai trouvé un peu cheaté, hein. Voilà, surhumain, qui se dégageait de tout, impossible à battre, et qui n'abandonnait même pas sur une accolade, hein, une longue accolade de Rusev, malgré le fait que Nakamura tirait la corde, hein, pour éviter que Woods ne la saisisse. Même Lana, hein, il était allé de son attaque par derrière en faisant tomber Xavier Woods de la 3e corde, mais en vain. Et puis au final, Big E dégage Nakamura en le balançant dans la Timekeepers Area, et on finit avec un up-up-down-down, hein, le Midnight Hour, mais qu'on appelle maintenant le up-up-down-down, hein, du nom de la chaîne YouTube, hein, bien sûr, de Xavier Woods, ou Dustin Creed si vous préférez. Donc un up-up-down-down de New Day, donc sur Rusev, victoire des New Day. Alors c'est vrai que c'est ma seule véritable erreur de pronostic, hein, c'est même ma seule, puisque j'avais dit plutôt Rusev Nakamura, parce que je voyais des plans pour eux, donc puis c'est une équipe fraîchement construite, alors que les New Day, bon, bah, ils n'ont plus rien à prouver, donc j'aurais pu donner la victoire à Rusev Nakamura. Maintenant, il n'y a aucune storyline, donc c'est pas facile de pronostiquer un match où il n'y a rien, aucune construction, un match gratuit, et il faut le dire aussi, dans les cotes, hein, ça a évolué. C'est vrai que Rusev Nakamura était favori, mais c'est vrai que dans les dernières heures avant les pay-per-view, ça s'est inversé. Les New Day étaient devenus favoris. Donc finalement, ce résultat n'était plus si surprenant que ça. Voilà, bon, ça me fait chier pour Nakamura et Rusev, hein. Après, voilà, peut-être qu'il va se passer quelque chose à WrestleMania pour eux, et qu'ils vont finalement finir par récupérer les titres, hein, un jour ou l'autre. Ce serait sympa pour eux, mais c'est vrai que pour l'instant, là, ils font pas grand chose depuis qu'ils sont réunis, même s'ils n'ont pas démérité dans ce match. J'ai préféré quand même la prestation de Rusev. Nakamura, je l'ai trouvé un petit peu en dedans, un petit peu plus discret dans ce match par rapport à Rusev. Donc une note de 3 étoiles, hein, donc un match de kick-off très très honnête, qui a vraiment bien fait son taf, qui a diverti le public, et qui a chauffé la salle
en attendant le show principal. Et justement, on va passer directement à ce show principal. Et donc, avec ce show d'opener qui pouvait être surprenant, puis finalement, on pouvait se dire que ça avait du sens. C'est le Usos contre le Miz et Shane McMahon. C'est vrai que j'étais plutôt parti sur le triple threat tag team de Raw, mais finalement, ça a du sens parce que le Miz, comme je le rappelais dans ma vidéo pronostic, il était à domicile à Cleveland, Ohio, donc avec une foule donc forcément à 100% derrière lui, acquise à sa cause. Ça pouvait aussi avoir du sens de l'avoir en kick-off, en tout cas en opener. Voilà, donc c'est un show aussi qui se tient, on va dire. Match de 14 minutes, donc dans les temps à peu près des précédents matchs de Miz et de Shane McMahon en pay-per-view. Je crois que c'est à peu près comme l'Elimination Chamber et à peu près comme le Royal Rumble. Papa Miz, comme prévu, il est bien ringside, donc juste vraiment près du ring pour encourager son fiston. Miz Mac, ils ont bien démarré le match, puis Shane a pris cher pendant quand même un bon moment avant que le Miz ait son hot tag pour avoir la meilleure pop possible, bien entendu. Il réalise même un gros saut de l'ange de la troisième corde sur les Usos vers l'extérieur du ring. Le Miz porte un Skull Crushing Finale, mais l'arbitre est occupé avec Shane qui est à terre à ce moment-là. L'arbitre du coup qui perd du temps, il revient, il fait le décompte, mais finalement c'était trop tard et Jimmy Uso a eu le temps de se dégager. Shane veut tenter alors un Coast to Coast sans avoir fait le tag. Il y a Jay de l'autre côté qui est aussi sur la troisième corde, qui s'interpose, qui veut plonger pour faire un splash sur le Miz. Donc évidemment il y a un petit duel à distance et en haute altitude qui s'annonce. Et puis finalement du coup Jay il décide quand même de faire son splash et du coup Shane décide de sauter aussi et il cueille Jay en plein vol avec un beau dropkick, donc c'était plus un dropkick, un missile dropkick qu'un coast to coast, on va dire c'est un peu un mélange, mais c'était un spot spectaculaire en tout cas, c'était pas mal cette collision. Le public réagit bien, il pop et il encourage le Miz. Miz qui est encouragé aussi par son père du coup, lorsque le Miz monte sur la troisième corde, puisqu'on voit le signe du père qui dit monte, monte, monte. Et du coup, il tente un frog splash, mais Jey Uso a intelligemment groupé les genoux et retourne le Miz avec un petit paquet, avec un finish qui était très similaire à celui de l'Elimination Chamber d'ailleurs. Et c'est comme ça que les Usos retiennent conservent leur titre sans surprise finalement. Voilà, dans un match qui était quand même plutôt pas mal, on va dire divertissant, quand même, ça avec dynamique dans la veine des précédents matchs entre les quatre hommes, donc ça a plutôt bien fait le boulot. Ce qui est évidemment intéressant, c'était ce qui s'est passé après le match. On voit donc Shane McMahon qui a l'air complètement sonné, le Miz qui demande encore du coup si le Shane va bien, il s'excuse auprès de Shane, on a l'impression de revivre la même scène qu'à l'Elimination Chamber. Les deux se lèvent le bras mutuellement, viennent voir le père du Miz qui et du coup il lui lève aussi les bras en même temps. Et puis finalement, alors que le Miz repart progressivement vers les vestiaires, Shane McMahon par derrière attaque le Miz. Et oui, c'était la petite surprise. De toute façon, ça fait des mois et des mois que je vous dis, vous aviez aussi bien entendu deviné, il suffisait pas d'être très très intelligent pour deviner ça, qu'il allait avoir un split entre les deux, que ça allait s'attaquer. Maintenant, il suffisait de savoir, ce qui manquait c'était de savoir qui allait attaquer qui. La petite surprise finalement c'est que c'est Shane qui turn sur le Miz. Et oui, il turn, donc le public bien sûr Shane McMahon agresse même vite fait le père du Miz en lui agrippant le visage. Il revient ensuite à la charge sur le Miz avec une prise de MMA. C'est vrai que il fallait pas oublier comme on était à Cleveland, c'est vrai que ça pouvait avoir plus de sens si c'était Shane qui turnait heel que si c'était l'inverse. Ça aurait été bizarre que le Miz, dans sa ville d'adoption, enfin sa ville natale même, puisse, turn heel chez lui, quoi. Ça aurait été bizarre, c'est vrai. Ça aurait pu être un indice d'ailleurs. Maintenant, j'attends les explications de Shane quand même, pour savoir pourquoi il a fait ça, parce que finalement, il n'y a pas vraiment de sens sur le principe. Le Miz n'a rien fait de mal. Il a joué la carte à fond du partenaire. Il a été le babyface, il a vraiment fait le babyface. Justement d'ailleurs,
c'est un peu l'inconvénient, c'est que du coup en tournant heel, Shane, bah du coup, bon, évidemment, ça annonce un match entre Shane et The Miz à WrestleMania, comme on s'en doutait depuis des mois et des mois. Maintenant, bon, voir le Miz babyface, c'est vrai que j'ai un peu de mal. C'est un peu dommage parce que vraiment le Miz, c'est un pur heel, et c'est comme ça qu'on le connaît et c'est comme ça qu'on l'apprécie. C'est là qu'il est le meilleur, c'est en tant que heel. Donc c'est vrai que c'est fait bizarre de voir le Miz revêtir, endosser pardon ce rôle de heel, de babyface pardon. C'est vrai que c'est difficile, ça fait bizarre. Maintenant bon, on va voir comment ils vont booker ça et puis comment le Shane va s'expliquer, parce qu'ils ont tenté quand même une explication dans les vestiaires pendant le show, mais bon, il n'a pas répondu, il a refermé il a claqué la porte derrière. Maintenant donc ce match donc est inéluctable à WrestleMania. Maintenant il y a un truc que j'ai pas trop compris, c'est le moment où le Miz justement pouvait gagner, mais que l'arbitre donc était trop occupé avec le Shane, et du coup ce moment-là, quand j'ai vu ça, je me suis dit bon ben là le Miz il va être frustré parce que du coup à cause de Shane il a pas pu gagner parce qu'il a fait perdre du temps. Du coup je me suis dit bon ben ça va être évident, ça va servir plus tard et le Miz va tourner heel à ce moment-là. Et ben non en fait même pas. Donc du coup je sais pas, j'ai pas trop compris pour du coup le rapport, puisque du coup ça va à contre-courant de ce qu'on nous a teasé durant ce match avec cette petite scène, ce petit élément là. C'est vrai que ça j'ai pas trouvé ça très cohérent, mais bon, au moins ça a le mérite de nous surprendre. Voilà, donc comme je vous disais, c'est un match divertissant, un bon qui a bien joué son rôle d'opener. Je lui donne une note de 3 étoiles. Donc voilà, c'était très correct. Voilà, ça reste dans la veine des précédents matchs. J'en attendais pas plus de toute façon, hein, c'est toujours pareil avec le Miz et Shane, hein, voilà, ils ont leurs propres armes. C'était plutôt du divertissement, mais et puis il y a ce qui s'est passé après qui était finalement peut-être plus important. Bon, j'ai pas trop aimé le jeu d'acteur du père du Miz qui était complètement figé, sans réaction. J'aurais aimé qu'il y ait un petit peu plus de drama, que le père du Miz soit un petit peu plus investi, il montre un peu plus d'inquiétude envers son fiston. Là, on avait l'impression qu'il avait jamais de réaction, il était impassible pendant tout le segment, quoi. C'est ça que je trouvais un peu dommage. Ça nous aurait investi davantage si on avait vu un père un peu plus investi. Voilà, ça c'est ce que je reproche. Allez, match suivant, match entre Asuka et Mandy Rose pour le titre bien sûr féminin de SmackDown. Match de seulement 7 minutes et c'est pas plus mal, hein. Franchement, voilà. Alors il y a un passage que je n'ai absolument pas compris, c'est que très rapidement, donc bon, déjà on voit plusieurs fois Sonya Deville, hein, qui était à l'extérieur du ring, qui a tenté plusieurs fois de déconcentrer Asuka, hein, pour que Rose prenne l'avantage. Et puis c'est là qu'il y a un passage assez bizarre où Sonya tente de chercher quelque chose sous le ring. Bon, on s'attend à ce qu'elle retire quelque chose. Et puis finalement, elle ressort rien. Et voilà, le match continue comme si de rien n'était. Et puis Deville continue à se balader comme ça à l'extérieur du ring. Bon, bref, ok. Et puis finalement, Deville va d'un autre côté du ring. Cette fois-ci, elle va plutôt du côté de la table des commentateurs. Et puis elle soulève la jupe du ring et puis hop, elle voit un kendo stick, elle le prend, voilà. La jupe du ring est toujours relevée. Et puis là, à ce moment-là, il y a une projection dans les cordes de Rose qui trébuche sur la jupe du ring et qui se projette, donc pendant qu'elle se projette, elle trébuche. Asuka en profite derrière avec un gros coup de pied retourné dans la gueule, hein, vraiment énorme coup de pied retourné. On a vu le ralenti, la gueule de Rose était complètement déformée, c'était très spectaculaire et Asuka gagne du coup dans la foulée sans surprise, quoi. Très étonnant cette fin de match. Alors bon, je trouvais ça un peu exagéré et puis de trébucher comme ça, alors que quand tu regardes l'image, franchement, elle atteint à peine la jupe du ring, hein, quand elle trébuche, donc elle trébuche toute seule, hein, on le voit très bien. C'était très exagéré. J'ai pas compris pourquoi Deville a tenté de sortir un truc juste avant où elle trouve rien, et puis finalement, du coup c'était un peu une sorte de un spoiler de ce qu'elle est arrivée finalement, puisqu'elle nous cherche un truc, elle le trouve pas, et puis finalement 2 minutes après, elle retrouve quelque chose, et puis elle nous le ressort. Bon bref, c'était très très brouillon. Et puis finalement on nous ressort du placard ce début de storyline, puisque souvenez-vous, à peu près à l'époque d'Evolution, hein, en octobre, septembre-octobre, il y avait un début de dissension au sein des deux
entre Sonya Deville et Mandy Rose, hein, avec un peu de tension. Et on s'en souvient, lors de la bataille royale, où elle s'était un peu fritée aussi. Donc l'une avait éliminé l'autre, hein, si je ne m'abuse. Bref, il y avait un début de storyline entre les deux, puis finalement on a l'impression ils ont laissé tomber. Et puis là, ils nous ressortent ça. Bon, bref, de toute façon, Mandy Rose elle était pas contente bien sûr. On va voir ce que ça va donner. Est-ce que ça va nous mener à quelque chose entre les deux? J'y crois pas trop, parce que les matchs féminins, il va y en avoir déjà pas mal à WrestleMania, mais peut-être un triple threat match avec Asuka. Mais bon, même si c'est, pourquoi est-ce qu'on redonnerait une chance à Mandy Rose? Surtout qu'il y a plus vraiment de rematch, hein, maintenant. Bref, on verra bien. La note du match 1,75, je peux pas donner plus parce que c'était le match, le plus faible de la soirée. Vraiment très mauvais. Il s'est rien passé finalement. C'était plat, vraiment très plat. Il n'y a vraiment pas eu grand chose, et voilà, c'était vraiment très très mauvais. De toute façon, j'en attendais pas grand chose, il faut le dire. Ensuite, alors, il faut revenir donc dans le kick-off, hein, puisque il faut noter que Kofi, qui était entouré des New Day durant le kick-off, après une interview de Kevin Owens et une petite confrontation avec évidemment les New Day pas contents, qui faisaient les grises mines, hein, face à Kevin Owens, bien sûr, puisque Kevin Owens avait remplacé Kofi donc dans le match de championnat de la soirée. Une fois que Kevin Owens avait terminé cette promo, cette interview, bien que Kevin Owens a été quand même sympa en disant voilà, bonne chance pour votre match tag team, hein, donc c'était juste avant leur match, hein, de kick-off. Finalement, il y a un officiel, un gars de la prod qui dit à Kofi, qu'en fait l'autorité vient le convoque, hein, pour au sujet d'un éventuel match de championnat. À ce moment-là, le New Day est très content, dit allez, vas-y. Donc voilà, Kofi s'en va. Donc ça, c'était durant le kick-off. Et lors du show, donc, pendant le show, les New Day viennent voir carrément Vince McMahon en personne pour le pousser à donner à Kofi Kingston une opportunité en le mettant dans un triple threat match, donc avec Bryan et Kevin Owens. Vince, donc là, il a plus guère le choix, il accepte finalement, hein, sous la pression, il accepte, mais quand même il précise que les New Day seront bannis du ring. Du coup, il annonce en plus que le match démarre maintenant, donc Kofi, il y va. Il est très content, il arrive sous les hurrahs de la foule, hein, sous une grosse pop. À ce moment-là, il arrive sur le ring, donc à ce moment-là, on attend probablement l'arrivée de Kevin Owens, hein, avant celle de Bryan aussi. Mais du coup, l'annonceur est interrompu, et on lui dit que le match aura lieu plus tard, finalement, et que ce sera finalement un handicap match avec Kofi contre The Bar. The Bar qui auront le droit d'être tous les deux sur le ring en même temps pour affronter Kofi. Donc là, Vince nous fait un gros coup de troll à nouveau. Gros coup de troll, gros coup d'enfoiré. Et puis évidemment, totale destruction, hein, sur Kofi, malgré quelques sursauts de sa part, hein, à un moment donné, mais évidemment c'était pas suffisant à 2 contre 1. Finalement, Kofi se prend un gros brogue kick, le public hue, et commence à crier « This is boring ». Cesaro couvre alors Kofi, mais lui relève immédiatement la tête, hein, histoire de dire attendez, on va pas en finir tout de suite. Hein. À nouveau, on prépare un nouveau brogue kick, mais à ce moment-là, le New Day arrive. Mais à ce moment-là, au moment où le New Day arrive, Nakamura et Rusev les interceptent. Et là, on a un gros Kinshasa de Nakamura sur Xavier Woods et un Mashka kick de Rusev sur Big E. Et à ce moment-là, un white noise à la volée, hein, accompagné de la part de The Bar directement sur Kofi. Victoire de The Bar à ce moment-là. Donc dans un match segment, hein, qui est impossible à noter, donc je ne le noterai pas. C'était à nouveau un impromptu, donc un imprévu du show. Donc c'était plutôt un match segment, donc de 5 minutes. Voilà, ce qui me fait chier, c'est que on nous fait un peu une béquille avec Kofi, quoi. C'est-à-dire, c'est quelque chose où le public a apprécié quelque chose, a apprécié quelqu'un parce que il faisait des belles performances in ring, et il avait ce qu'il méritait, finalement, et le public était derrière quelqu'un. Voilà, c'était organique, tout simplement, et c'était cette montée progressive et inattendue de Kofi. Voilà, c'était pour nous rappeler que c'était aussi un lutteur solo de qualité. Le public appréciait ça, mais à ce moment-là, évidemment, quand le public apprécie quelque chose, Vince est jamais loin pour nous troller et nous frustrer.
Et c'est ce qu'il a on continue à faire. Donc on lui a mis Kevin Owens dans les pattes. Et maintenant, bah, on lui met The Bar dans les pattes cette fois-ci, en lui faisant croire, en lui faisant miroiter un triple threat match. Et puis finalement, on lui met The Bar dans la gueule. Et évidemment, tout ça, ça va aller dans le sens d'un match de championnat à WrestleMania. Il va forcément affronter Bryan, parce que là, on nous le force tellement, ce truc. C'est encore exagéré à fond, quoi. C'est ça que je reproche. C'est toujours une façon indigeste de procéder. On va passer maintenant au match suivant. Cette fois-ci, on va passer vraiment à des matchs tous bookés. C'est-à-dire maintenant le match entre Black et Ricochet, The Revival, Gable et Rude pour les titres tag team de Raw. Match de 11 minutes, pas énorme finalement, mais voilà, il y a eu un moment sympa avec cet enchaînement un peu fou là, avec ce splash de Dash Wilder sur Gable, suivi du Shooting Star Press de Ricochet sur Wilder, et Bobby Roode qui brise le tombé de Ricochet. Du coup le public, voilà, ça le fait popper un peu. Hurricane Rana de Ricochet sur Dawson, qui retombe sur les autres lutteurs à l'extérieur. Bon, c'était pas très fluide, c'était pas très beau à voir, c'est dommage. Mais c'est vrai que c'était une manœuvre de très haut risque. Mais bah, c'est vrai que c'était un peu le moment un peu moche du match. Il y a un superbe cannonball à un moment donné de Ricochet qui prend un élan, hein, directement, qui fait la diagonale d'un coin à l'autre pour se projeter directement sur Bobby Roode à l'extérieur, puisque Bobby Roode venait de projeter son partenaire Aleister Black contre la barricade. Donc Ricochet s'élance avec cet énorme cannonball donc à l'extérieur directement sur Bobby Roode, et Gable intelligemment, pendant que Ricochet s'élançait, a tagué Ricochet au passage donc, et se bat du coup avec Dawson, mais plus tard se fait surprendre par un Shadow Machine des Revival, et c'est comme ça que des Revival conservent leur titre. Fort logiquement, hein, c'est ce que je vous avais dit aussi, il n'y avait pas de raison de changer de titre. Black, Ricochet, ça m'aurait surpris qu'ils prennent les titres. Gable et Rude, ils ont déjà eu leur petit run, c'était pas la peine non plus de reprendre les titres. Mais il y a quand même un après-match avec Bobby Roode d'abord, qui se venge avec un Glorious DDT sur Dawson, Black qui enchaîne avec un Black Mass sur Bobby Roode, et on a même eu le droit à un 630 de Ricochet directement sur Wilder. Voilà, donc bah, il y aura une suite à ce match, hein, forcément. On aura sûrement quelque chose à WrestleMania, un multi-man match. Ça annonce, à mon avis, cela, avec les Heavy Machinery qui seront sûrement au rendez-vous aussi. Voilà, tout ce petit monde, on va les retrouver. Le match, il était vraiment très correct, très divertissant. Il a aussi rempli son rôle au niveau divertissement, grâce notamment à la voltige de Ricochet. Je m'attendais à un petit truc en plus. C'est vrai que j'étais un poil déçu. Il était bien, hein, il était correct, mais c'était niveau Raw, quoi. C'était pas niveau pay-per-view, c'était juste niveau Raw, tout juste. Même la durée d'ailleurs, 11 minutes. Bon, correct, mais ils auraient pu aller un petit peu plus loin, mais bon, c'est vrai que du coup, avec cette carte qui était plus épaisse que finalement que prévu, bah ils l'ont un peu raccourci. Enfin, ils n'ont pas pu faire plus long que ça. Voilà, c'était un petit moment un peu spot fest, mais voilà, je lui ai donné une note de 2,75, un peu plus que la moyenne, mais ça, j'ai pas pu donner plus. Et puis j'attendais de voir aussi l'attitude de Gable et Rude, hein, puisque ils semblaient avoir tourné heel lors du dernier Raw, et puis finalement je les ai pas trouvés si heel que ça lors de ce match, donc c'est à voir. Je sais pas trop ce qu'ils veulent faire avec Gable et Rude, s'ils veulent leur faire un heel turn ou pas. Pour l'instant, ils ont l'air un peu plus en mode rageux. Voilà, ouais, parce qu'ils s'en prennent aussi au Revival, donc ils s'en prennent un peu à tout le monde aussi, hein, donc bon, ils veulent leur chance, quoi, ils veulent les titres, ils veulent les récupérer. Pour l'instant, on peut pas parler de véritable heel turn. Allez, on va passer maintenant au match suivant, le match donc de championnat des États-Unis, donc l'impromptu entre Samoa Joe, le champion, R-Truth, Rey Mysterio et Andrade. Donc voilà, ce match qui était pas prévu, donc une affiche qui quand même sur le papier est plutôt plaisante. Donc on a vu quand même de belles prouesses, hein, très belles prouesses aériennes de la part de Rey et de Andrade, hein, qui ont vraiment assuré le show, hein, avec leur qualité athlétique et de lucha libre, donc à base de ciseaux de tête, de Hurricane Rana, et même un corkscrew plancha à l'extérieur pour Andrade, hein, qui était vraiment joli à voir, surtout ralenti. Il y a eu beaucoup de de clins d'œil provocateurs, hein, d'Andrade
envers Eddie Guerrero. Il l'avait déjà fait à SmackDown avec ses petits mouvements de torse, ses Free Amigos, ou même la Gory Special, donc plusieurs clins d'œil. Catfight à un moment donné aussi entre Carmella et Zelina Vega, avec puisque Zelina Vega avait porté un kick sur R-Truth à l'extérieur du ring. Du coup Carmella s'est vengée, petit catfight, donc peut-être que ça annonce une petite feud entre R-Truth et Andrade, hein, d'ailleurs, cette histoire. On a vu un Urinagi aussi de Samoa Joe sur Rey Mysterio, mais Truth et Andrade brisent le compte en même temps. Hammerlock DDT d'Andrade sur Rey Mysterio, Truth qui brise aussi le compte, Five Knuckle Shuffle, hein, d'un Truth, hein, qui continue de singer John Cena, donc Five Knuckle Shuffle sur Samoa Joe. Truth est envoyé sur le poteau par Samoa Joe. Rey Mysterio réussit même un 619 sur Samoa Joe, enchaîne avec son traditionnel splash, mais esquive de Samoa Joe qui enchaîne directement par une coquina clutch. Et là, Rey Mysterio, il abuse un peu puisqu'il s'évanouit en 3 secondes. Hop, coquina clutch, je m'évanouis, je fais dodo, et hop, terminé. Là, c'était quand même un peu exagéré, il faut le dire. Et le match se termine comme ça, donc avec une victoire donc en 11 minutes de Samoa Joe, qui conserve bien sûr sans surprise son titre. Voilà, si ce match avait été annoncé à l'avance, je vous aurais pronostiqué sans problème la conservation du titre par Samoa Joe, puisqu'il venait tout juste de le gagner 5 jours avant. Maintenant, est-ce qu'on va avoir le John Cena Samoa Joe qui avait l'air plus ou moins teasé, avec un R-Truth qui fait beaucoup de clin d'œil à John Cena, Samoa Joe qui a cité John Cena en promo lors du dernier SmackDown, pardon. Je ne sais pas parce que j'ai lu une news aujourd'hui qui disait que John Cena avait pas l'air d'être prévu pour être dans une feud avec Joe. Donc si c'est pas Cena, à mon avis, je vois bien Mustafa Ali, hein. Mustafa Ali, ou alors on nous met encore plusieurs mecs. On nous remet du Mysterio, on nous remet du Andrade, on nous remet du R-Truth, on nous ajoute Mustafa Ali. Voilà, ça peut faire aussi un match multi-man, mais ça fera beaucoup de multi-man match à WrestleMania, hein. Ça, à mon avis, ça risque d'arriver, hein. Match que j'ai noté 3 étoiles et demie. C'était vraiment encore un match aussi divertissant, avec vraiment de belles manœuvres. Merci à Rey Mysterio et Andrade qui auront vraiment donné beaucoup de dynamisme au match. Vraiment match très agréable à regarder. Match suivant, match entre Boss and Hug Connection, hein, Banks et Bayley, pour les titres féminins par équipe, face à Tamina et Jax. Match court, hein, de 7 minutes seulement. On a vu Tamina qui a brisé un tombé suite à un elbow drop de Bayley sur Nia Jax. Bayley qui surprend ensuite Nia Jax avec un Hurricane Rana qui la maintient pour le compte de 3. Et voilà, victoire donc étonnant puisque ça fait 2 fois en 2 semaines. 2 fois que Bayley clean Nia Jax, c'est quand même étonnant. Mais on s'arrête pas là, puisque Tamina et Jax qui prennent mal cette défaite détruisent Bayley et Banks sous les huées du public. Nia Jax projette même Sasha Banks par-dessus la table des commentateurs. À ce moment-là, on a Beth Phoenix qui se retrouve debout là, à l'extérieur du ring, face à face avec Tamina, puisque Beth Phoenix avait été présentée en début de match aux commentaires de ce match. Du coup le public pop un peu au moment où Phoenix regarde Tamina comme ça avec un peu de menace. Du coup Phoenix s'en prend à Tamina, puis se fait finalement attaquer dans le dos par Nia Jax, et elle est ramenée dans le ring. Beth Phoenix, elle se prend même un leg drop de Nia Jax. Tamina va même tenter son splash de la 3e corde, mais Natalya, là à ce moment-là on s'en doute, Natalya intervient et se prend un kick de Tamina. À ce moment-là, beatdown sur Natalya et Beth Phoenix à la fois. Là, on le sent quand même bien venir le match. Alors soit ça va être le retour donc des Divas of Doom, hein, Natalya et Beth Phoenix contre Tamina Jax, soit un triple threat match donc pour les titres féminins par équipe avec donc Bayley et Banks. Maintenant, je sais pas, parce que c'est vrai que ça ferait beaucoup de matchs féminins, hein, si on le faisait un Divas of Doom contre Tamina Jax et un match de championnat pour Bayley et Banks, ça ferait beaucoup de matchs féminins. Donc ils vont peut-être tout grouper et remettre toutes ces filles-là, ces 6 filles, ces 6 femmes dans le même match. Maintenant, je comprendrais pas pourquoi Tamina et Jax auraient à nouveau une chance pour les titres.
Voilà, le match s'est terminé clean en plus. Puis voilà, on n'est plus censé avoir de rematch automatique. Donc on verra bien. En tout cas, il y aura forcément un truc entre Tamina Jax et les Divas of Doom à minima. Maintenant, voir si les titres par équipe vont aussi entrer en ligne de compte. Voilà, on verra bien, parce que je sais pas Beth Phoenix maintenant ce qu'elle vaut, parce qu'elle est quand même retraitée depuis un petit moment. Elle a fait 2-3 apparitions dans les Rumble. C'est drôle, puisque finalement on se souvient que Natalia avait un petit peu trahi Beth Phoenix en l'éliminant du Rumble. Bon, voilà, c'était un petit clin d'œil, hein, évidemment, mais bon, c'est vrai qu'il faut pas l'oublier quand même. Mais ce que je reproche, c'est que si vous regardez le début du match, avec la présentation de Beth Phoenix au commentaire, là, à ce moment-là, j'ai eu un déclic, je me suis dit, il va y avoir un truc avec Beth Phoenix. Il va y avoir un truc. Ils vont préparer un truc, une interaction, quelque chose, un peu comme le père du Miz, quoi, qui est dans le coin. Il va y avoir un truc, et voilà, je me suis pas trompé. C'est dommage que ça a un peu brisé le suspense. Voilà, du coup, je me suis. D'ailleurs, à ce moment-là, je me suis dit, bon, ils vont peut-être préparer un Beth Phoenix et Natalia contre Bayley et Banks, peut-être. Ce qui remplacerait peut-être Trish et Lita, puisque finalement on parle beaucoup de Trish et Lita face à Bayley et Banks, et peut-être que finalement Trish et Lita ne peuvent pas, ne seront peut-être pas là, WrestleMania ne pourront pas, et qui remplacent ça par deux autres anciennes, en mettant Beth Phoenix et Natalia à la place, peut-être. Mais à mon avis, bon là, l'attaque de Tamina Jax, forcément, elles vont être aussi quelque part à WrestleMania aussi. Le match très moyen, des botches. Des matchs, des moments un peu dégueulasses, avec notamment ce Samoan Drop pas bien tenu de la part de Nia Jax, où elle laisse retomber, je crois que c'était Banks, elle la laisse retomber, du coup elle est obligée de se relever pour porter son Samoan Drop. Il y a aussi un topé suicida de Banks où elle retombe dans les bras de Tamina Jax, puis voilà, ça s'écroule. Enfin bon, c'était pas très beau, il y a eu des imprécisions. Le match n'était pas d'une grande qualité, mais ça, je m'en doutais forcément. 2 étoiles, je donne pas plus. C'était voilà aussi un match qui était pas terrible à l'instar de d'Asuka contre Mandy Rose. On va passer maintenant au match suivant, le match entre entre Bryan et Owens, donc pour le titre donc de la WWE. Alors la surprise à ce moment-là, donc Bryan Owens, ok. Et là à ce moment-là, on nous annonce finalement un triple threat match. Alors là, c'est un peu la stupeur. On se dit mais attendez, triple threat match. Kofi, on lui a donné son match. Enfin, il s'est fait arnaquer. On lui a donné le match avec The Bar. Donc on se dit bon bah ils vont nous Vince va nous faire encore un coup de troll, il va nous balancer un gros heel dégueulasse pour bien faire rager le public, voilà quoi. Moi je m'attendais au gros heel quoi. Et puis non, Mustafa Ali qui se pointe. Mustafa Ali, d'accord, un pur babyface. Ok. Alors, il y a 2 lectures. Il y a la lecture kayfabe et la lecture hors kayfabe. Si t'es hors kayfabe, tu te dis bon bah c'est normal, puisque bon il était blessé par Orton, il avait un gros œil au beurre noir, enfin voilà, et puis il avait des contusions, et puis il était un peu blessé, bon du coup il était obligé de s'absenter sur blessure, on s'en souvient, Ali, et du coup il a pas pu défendre ses chances lors du match de l'Elimination Chamber, remplacé par Kofi, donc on peut se dire bah c'est normal de lui redonner ce match de championnat qu'il méritait, mais qu'il aurait dû avoir à la base. Ok, il remplace Kofi, du coup. Tout fait sens. Maintenant, si je reviens kayfabe, le booking de Vince, enfin, le Vince dans cette soirée, il nous aura quand même il aura été, comme d'habitude, très heel, c'est-à-dire en imposant ses choix, contre l'avis du public, contre le souhait du public, leur volonté, en mettant évidemment The Bar dans un handicap match, voilà, et puis quand il avait imposé Charlotte, etc. Enfin, voilà, il impose ses choix, il rebat les cartes tout seul, il nous fait ses petits coups de troll, mais là, nous mettre Ali, c'est très bizarre. Enfin, moi, si je suis logique, enfin, si j'essaie d'un peu d'être logique, je mets un heel, n'importe lequel. Enfin, un gars pas spécialement méritant, mais qui, pour bien troller, je sais pas n'importe.
Peut-être pas un dégât du main event parce que bon bah du coup ils sont déjà bookés, mais je sais pas, quelqu'un qui avait rien de prévu, un Elias ou je ne sais qui, ou plutôt un gars de SmackDown heel, n'importe lequel. Mais Ali, j'avoue, j'étais très surpris. Voilà. Et puis bon, je trouve que c'est un peu dégueulasse pour Ali parce que c'est un peu un cadeau empoisonné parce que du coup le public évidemment qui réclamait Kofi, bah il se met à siffler et à mal réagir. Du coup même Ali se prend les sifflets alors que c'est un pur babyface. Évidemment qu'ils disent we want Kofi. Oui, want coffee. Bah ils veulent du coffee. Bah moi je peux leur servir du café en grain, à moudre s'ils veulent. Bref, la cloche sonne sous les huées du public du coup. Donc du coup je me dis oh putain ce match il va être très malaisant. Ça va être pénible, très long. Le public va huer tout le match. Donc ça partait mal. Pour moi, enfin je le sentais très mal. Bryan directement il parle aux deux autres en disant qu'il ne mérite pas d'être de ce match et qu'il est le Planet Champion. Voilà, ça commence comme ça. Donc la frustration du public gâche du coup ce début de match, malgré le fait que Owens et Ali fassent le show. Mais petit à petit quand même, malgré tout, bon an mal an, Ali et ses exploits in-ring permettent au public d'être un peu plus investi et de réagir à ce qui se passe quand même in-ring. Voilà, on voit quand même des superbes manœuvres de Mustafa Ali avec un reverse Rana sur Kevin Owens, un Spanish Fly sur Bryan. From the top rope, c'est quand même pas mal. Kevin Owens qui porte un stunner à Ali après avoir manqué son 054, mais Bryan qui brise le compte. Kevin Owens qui arrive même à porter son pop-up powerbomb sur Bryan, mais un kick-out de Bryan. Superbe 450 splash d'Ali sur Bryan directement sur l'apron du ring, donc c'était vraiment la partie dure. Donc on a bien senti la dureté là à ce moment-là. Paf. Mais à ce moment-là, Rowan enlève Bryan durant le tombé. Rowan à ce moment-là il s'énerve, il enlève sa chemise et se prend plusieurs super kicks à la fois d'Ali et de Kevin Owens combinés. Ali réalise un ciseau de tête sur Rowan contre le poteau. Kevin Owens un somersault plancha sur Rowan. Bryan surprend alors Kevin Owens avec un high knee, un running knee, enfin un high knee oui, directement donc sur la gueule de Owens et il monte sur la troisième corde. Ali réagit et stoppe Bryan. Il tente alors le top rope Rana, mais Ali retombe sur ses jambes avec un salto arrière et porte un tornado DDT sur Bryan hors du ring. Donc c'était un très beau tornado DDT. Ali surpris à ce moment-là par un pop-up powerbomb de Kevin Owens sur l'apron du ring. Rowan intervient avec un coup de pied retourné sur Kevin Owens à l'extérieur du ring toujours. Rowan balance Kevin Owens par-dessus la Timekeepers Area. Ali se dégage du tombé de Bryan. Le public malgré tout recommence un petit peu avec ses chants Kofi Kofi. Il y a un petit temps mort là qui s'installe petit à petit. Bryan qui dit à Ali plusieurs fois qu'il ne mérite pas d'être ici. Et là, énorme, un gros moment puisque c'est un énorme running knee en plein vol de Bryan sur Mustafa Ali qui partait pour un crossbody de la deuxième corde. Et c'est comme ça que Bryan conserve son titre absolument sans surprise. Mais franchement, c'était original et c'était plutôt joli. Ce finish où il a vraiment fauché Bryan, il a vraiment fauché Ali en plein vol avec ce running knee qui ressemblait presque à un code breaker même. C'était vraiment très sympa cette collision là, c'était original. Match vraiment spectaculaire, de bonne facture, je l'ai noté 3 étoiles 75, donc c'est vraiment une très bonne note, qui pourtant qui partait pour être vraiment très pénible avec cette foule hostile, mais franchement grand coup de chapeau à Kevin Owens, mais surtout je dirais plus à Mustafa Ali qui a véritablement contribué à remettre la foule dans le match, même si à la fin ils ont à nouveau réclamé Kofi, mais franchement chapeau à Ali qui nous avait manqué et c'est bien de le revoir. Voilà, donc un match encore spotfest avec de très belles manœuvres et un triple threat qui était agréable au final. Pas de Harper, pas de Sami Zayn, comme je vous avais éventuellement indiqué, comme je vous avais montré le passage dans ma vidéo pronostic où Bryan parlait du fait que Wentz n'avait pas d'amis, donc j'étais peut-être parti sur l'idée d'un retour de Sami Zayn. Alors peut-être qu'il va se passer quelque chose au prochain SmackDown, on verra bien, mais pour l'instant on s'en va pas vers ça. Je reste perplexe, donc comme je vous disais, sur le choix d'Ali par rapport à la cohérence des choses et par rapport au fait que Vince nous impose
pas quelque chose de, enfin, nous impose pas son heel, donc nous impose un babyface. Du coup, c'est très bizarre. Voilà, donc, en tout cas un bon match, très divertissant. Moi j'ai passé un bon moment. En tout cas, voilà, c'est le plus important. Match suivant, l'avant-dernier de la soirée entre Becky Lynch et Charlotte. Match de seulement 8 minutes. On pouvait s'attendre à quelque chose de pas très long de toute façon, puisque évidemment on a Becky à nouveau avec sa béquille. C'est toujours aussi ridicule hein, cette histoire de béquille. On en a vraiment ras le cul là, ça fait depuis le Royal Rumble, ça fait 1 mois et demi qu'ils nous font chier avec cette béquille de merde. Évidemment, bah, Charlotte, bah, elle en profite, hein, elle attaque la jambe de Becky directement dès le début du match. Becky quand même, voilà, en badass qu'elle est, elle fait tomber la béquille dès le début du match, donc elle se dit bon bah voilà, je m'en fous, je vais me battre même sur une jambe. Mais évidemment tous les feux semblent rouges hein, pour Lynch qui ne tient plus debout. Becky quand même à un moment donné elle réagit, elle tente de surprendre Charlotte avec un roll-up, mais bon ça ne suffit pas. Charlotte elle est vraiment tranquillou, elle s'amuse, voilà, elle est vraiment sûre d'elle-même, elle est sûre d'être dans un contre 1 WrestleMania contre Ronda. Mais plus tard il y a Becky qui arrive quand même à porter son disarmer, mais contré par Charlotte avec un figure 8. Et lorsque Charlotte porte son figure 8, à ce moment-là, on voit en fond d'écran Ronda qui arrive en courant pour faire quoi? Je vous le donne en mille, frapper Becky Lynch avec une simple gauche. Et à ce moment-là, l'arbitre, un petit flottement, et l'arbitre dit qu'il faut disqualifier Charlotte. Et donc Becky est annoncée gagnante du match, et donc annoncée à WrestleMania pour un triple threat match. On ne s'en serait vraiment jamais douté. Alors là, quelle belle surprise. Et bien, exactement le scénario que j'avais envisagé. Alors c'est vrai que dans ma vidéo pronostic, je vous avais pas parlé du DQ, mais pour être vraiment très honnête avec vous, j'y ai pensé après ma vidéo. J'ai réfléchi, je me suis dit, mais en fait, ça paraît débile que Ronda provoque cette disqualification, puisque finalement, du coup, en s'attaquant à Becky, il y a un triple threat. Du coup, au lieu d'avoir un contre 1, elle s'impose 2 adversaires. Mais quelque part, finalement, ça a du sens. Puisque, si vous vous souvenez bien, elle a beaucoup forcé. Elle a été voir Becky en coulisses pour dire il faut que tu te soignes, il faut que tu ailles voir le médecin, et arrête de faire la conne. Moi, en gros, je veux une Becky à 100%, quoi. Donc, ça a du sens. Donc, d'avoir une Ronda en mode badass, on va dire, qui n'a peur de rien, et elle s'en branle d'avoir 2 adversaires au lieu d'une, elle s'en branle, elle veut de l'adversité, elle s'attaque donc à Becky, ce qui permet aussi de faire rager Charlotte par la même occasion. Bref, du coup, pour moi, ça paraît débile, mais pour moi, ça fait sens. Maintenant, j'aimerais bien quand même avoir les explications de Ronda à Raw pour être sûr. Parce que si ça se trouve, elle va donner des explications qui n'ont rien à voir. Et alors là, je vais être encore paumé. Parce que cette storyline, elle est quand même tellement, c'est tellement du n'importe quoi et qu'on comprend que dalle. Pour une fois, j'ai l'impression d'avoir un peu de cohérence. Donc, mais voilà, vraiment, ils se sont tellement pris la tête et compliqué les choses pour avoir ce triple threat match. C'est quand même incroyable. Maintenant, il y a absolument zéro surprise. Bien sûr, on savait déjà qu'on allait avoir un triple threat. Ça fait des mois et des mois qu'on le sait. Ils se sont vraiment pris la tête pour rien. Et qu'au final, Becky Lynch elle va s'en sortir, et puis elle va finir par récupérer le titre à WrestleMania pour avoir le feel good moment, et même très probablement en main event de WrestleMania. Le match c'est rien quoi, c'est rien, c'était une fille diminuée face à Charlotte qui se moquait d'elle, et puis un peu trop sûre d'elle, et puis qui se fait surprendre, et puis voilà, 1,5, je donne 1,5 étoile, je peux pas donner plus. Voilà pour finalement voilà encore un match féminin de merde hein. Finalement on peut se dire que tous les matchs féminins étaient pourris hein, dans ce show. Voilà, ça sera l'un des enseignements de la soirée. Donc c'était vraiment nul à chier, mais ils se sont vraiment pris la tête pour pas grand chose. Match suivant, c'est déjà le main event entre le Shield et Drew McIntyre, Baron Corbin et Bobby Lashley. Je le savais, le Shield fait le main event. On pouvait s'y attendre puisque c'était quand même le grand retour de Roman Reigns, plus le fait, on nous disait que c'était la réunion du Shield for one last time, a priori, je dis bien a priori, donc le retour du Shield plus le retour de Roman Reigns,
Et donc la dernière du Shield, ça ne pouvait pas être autre chose que le main event, hein, plutôt que le Becky Charlotte. Et j'avais raison. Alors 25 minutes, c'était long, 25 minutes pour ça. Oh là là, bref. Entrée du Shield classique, hein, dans le public, avec leur tenue Shield traditionnelle. Bon là, pas de surprise. Petite bagarre quand même avant que la cloche ne sonne. Et là, bon, bah, ça devient bordélique, quoi. Ça part dans tous les sens. Match qui plus tard va même partir carrément dans le public, loin du ring, avec un match 2 contre 2 entre Ambrose Rollins et McIntyre Lashley. Tandis que Roman Reigns et Corbin sont tous les deux seuls dans le ring. Kick out de Corbin sur le sit-out powerbomb de Reigns. On se retrouve au niveau de la table du panel, la table en verre, où du coup les heels posent Ambrose sur la table, mais Ambrose quand même réagit. Puis Rollins, là, qui était carrément monté sur une balustrade encore plus haut dans les gradins, encore plus haut, plonge sur Lashley et Drew à la fois. Il y avait même Ambrose dans le tas, mais il s'en fout Rollins. Reigns prépare son Superman Punch, mais il est contré par un Shock Slam de la part de Corbin, mais un Shock Slam contré. Et Corbin, finalement contré par un Superman Punch après avoir contourné le poteau comme d'habitude. Mais dégagement de Corbin. Tout le monde revient alors progressivement auprès du ring. Deuxième Superman Punch de Reigns sur Lashley, un troisième sur Drew McIntyre, et un End of Days de Corbin sur Roman Reigns, mais Ambrose brise le compte de peu. Les heels dégagent la table à ce moment-là des commentateurs, relève Roman Reigns, il prépare ensuite une deuxième table des commentateurs, il prépare le Triple Powerbomb façon Shield pour se moquer d'eux. Du coup c'est Drew McIntyre qui est dans le rôle de Roman Reigns et qui nous fait son ouah. Mais Ambrose et Rollins empêchent cela et interviennent. Quatrième Superman Punch de Roman Reigns sur Lashley. Curb Stomp de Rollins sur Lashley sur la table des commentateurs. Spear de Reigns sur Corbin. Tabassage en règle du Shield sur Drew McIntyre. Puis un Triple Powerbomb directement sur la table des commentateurs et sur Drew McIntyre qui s'écroule donc la table. Le public réclame One more time, one more time. Le Shield vise ensuite Corbin, seul sur le ring. Ambrose qui fait le signe du pistolet pour dire attention Corbin, ça va être ton tour. Le public crie This is awesome, this is awesome. Corbin donc sur le ring. Le Shield entoure Corbin pris au piège. Super kick de Rollins sur Corbin. Cinquième Superman Punch de Reigns. Puis Dirty Deeds d'Ambrose sur Corbin. On prépare à ce moment-là un ultime Triple Powerbomb du Shield, le dernier de leur existence sur Corbin. Reigns alors porte le pin sur Corbin et victoire du Shield absolument sans surprise. Comme le dit Michael Cole, c'est end of an era. Voilà, célébration finale sans turn. Dieu merci, pas de heel turn. J'ai quand même eu un tout petit frisson sur la fin. J'ai quand même regardé attentivement la tête surtout le comportement de Dean Ambrose. Heureusement, pas eu de turn, sinon ça m'aurait vraiment fait rager. Ça aurait été vraiment du pur n'importe quoi. Voilà, bon, ce match c'était du pur fan service. Un match voilà, qui part dans le bordel. C'était divertissant, hein. Il y a eu des tables dégagées, écroulées, des Superman Punch par milliers, des spears. Voilà, il y a eu du mouvement. Hein, ça c'est même parti loin dans le public. Voilà, c'était de la bagarre. C'était de la pure bagarre. Voilà, sans limite quoi, sans limite. Mais voilà, le match était un peu trop loin à mon goût. C'était donc voilà, pour finir le show, on va dire sur un feel good moment pour a priori donc la dernière du Shield. On termine sur un fist pump final et voilà, terminé, le show se termine comme ça. J'attendais rien de toute façon. Même si c'était le main event, ça pouvait peut-être annoncer une arrivée surprise ou un retour surprise, mais bon, il y en a pas eu. Pas de Bray Wyatt, hein, voilà, pas de Lars Sullivan ou je ne sais qui ça aurait été très surprenant, mais bon, voilà, j'avais un tout petit espoir. C'est vrai, mais il n'y en a pas eu. Voilà, 3,25, ça les vaut, plus de la moyenne quand même, pour ce match divertissant, qui a aussi bien rempli son rôle. Maintenant, j'attends de voir le booking pour Roman Reigns, pour WrestleMania. Est-ce que ce sera Corbin, comme le disent les news, mais je vois pas trop l'intérêt d'un match entre Corbin et Reigns, à nouveau. Ça aurait pas de surprise, il y aurait vraiment pas de surprise en plus, aucun suspense. Ambrose, on parlait d'Ambrose, mais bon,
On va pas nous remettre Ambrose, enfin il va pas turner heel. J'espère que Ambrose va pas nous refaire un turn à Raw cette nuit, hein, parce que là je vais gueuler sévère. Je vous le dis, je vous ferai une vidéo spéciale hein, pour gueuler. Si Ambrose nous refait un coup du turn, franchement ça va barder. Voilà, maintenant on va passer au bilan de ce show. On va parler de quelque chose dont je ne vous ai pas parlé, hein, en dehors de ce que je vous ai raconté, c'est que finalement Fastlane c'est aussi une mise en scène aussi, en dehors des matchs. C'est une mise en scène puisque finalement c'est une histoire en quelque sorte écrite par Vince McMahon et narrée par un Elias qui plusieurs fois dans le pay-per-view nous aura raconté une histoire en nous narrant les mésaventures de Kofi et du Miz hein, notamment, et ici ou là se sera moqué de la ville de Cleveland, de l'Ohio bien sûr. Petite référence à LeBron James, enfin voilà les petites références sportives habituelles pour bien faire réagir la foule, enfin pour la faire huer. On a même eu du coup, donc il y a eu 3 interventions d'Elias durant ce show. Lacey Evans qui nous a fait son petit aller-retour habituel pour rien au bout de la 3e représentation d'Elias. Et à ce moment-là, c'est là que Orton arrive avec un RKO from out of nowhere sur Elias. Et là, bizarrement, on voit la caméra nous montre AJ Styles qui se prépare pour un Phenomenal Forum sur Randy Orton. Faudra m'expliquer comment AJ Styles avait anticiper le fait que Randy Orton arriverait par derrière pour porter un RKO à Elias from out of nowhere. Là, il faudra qu'il m'explique AJ Styles comment il a eu ce génie de se dire que Orton arriverait là. Franchement, il est fort AJ là. Là, bon, ce segment était complètement bordélique. Il nous a permis de on va dire, encore un petit peu avancer, de préparer WrestleMania, puisque voilà, maintenant on se doute que AJ Styles versus Randy Orton va avoir lieu à n'en pas douter. Pour Elias, peut-être Taker, on sait jamais, hein. Parce que bon, ça permettrait d'avoir un espèce de match segment, un Elias Taker, ce serait envisageable à mon avis. Pour en revenir au vrai bilan du match maintenant, bah, les matchs féminins, comme je vous disais, auront été finalement les points faibles de cette soirée, puisqu'ils auront été tous en dessous du reste. Hein. Il y a quand même eu plusieurs bons moments, comme l'opener, qui a bien rempli son rôle. Ce Fatal 4-Way pour le titre US qui n'était même pas prévu et qui aura finalement été de bonne facture. Le Kevin Owens, Mustafa Ali, Daniel Bryan, aussi très intéressant aussi, très divertissant. Et ce main event, voilà, un peu bordélique. Voilà, ok, mais bon, c'était de la destruction, c'était pour le feel good moment. Pour les fans du Shield, j'en fais pas partie, hein, il faut le dire. J'ai jamais été un grand fan du Shield. En comparaison, je préférais la Nexus. Voilà, simple point de vue. Mais pour ceux qui sont des fans du Shield qui voulaient les revoir une dernière fois, je peux comprendre que ça plaise. Moi, voilà. Ils ont tellement forcé les choses avec le Shield que j'en avais plus rien à foutre finalement de leur dernière. J'avais plus d'émotion à la fin. J'étais pas en train de pleurer en me disant oh là là, c'était la dernière du Shield. Oh mon dieu. Bah non, j'avais même plus cette réaction quoi. Pour moi, voilà, c'était un match. Voilà, un match divertissant, mais voilà, sur le principe, j'en avais plus rien à branler du Shield. Hein. Ils nous ont tellement forcé les choses pour les énièmes retours du Shield qui n'avaient plus ni queue ni tête ni cohérence scénaristique avec tous ces turns les uns sur les autres que ça n'avait plus aucune saveur et ça n'avait plus aucun intérêt de faire revenir le Shield. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire à ce niveau-là. Sinon, voilà, cette carte bouleversée, hein, donc avec ses ajouts, ces matchs annulés, donc avec Andrade et Mysterio annulés, ce match US, Kofi à nouveau arnaqué avec The Bar, donc Vince hein, qui nous fait son coup de troll, le turn de Shane hein, plutôt que le Miz, le duo Beth Phoenix Natalia donc les Divas of Doom qui soudainement sont remises en avant probablement pour WrestleMania. Donc voilà, un show quand même assez bordélique. Les cartes la carte on va dire, ou sans jeu de mots, la carte du show a été rebattue, et donc un Vince toujours maître dans l'art du contre-pied, en nous trollant jusqu'à la gueule, en frustrant le public au maximum, même si au final le public aura ce qu'il voudra, avec probablement, donc déjà, ce qui est sûr, un Becky Lynch dans le Triple Threat match, et même si le public voulait même à la base un 1 contre 1 avec Ronda, mais bon, maintenant ça c'est trop tard, et puis on aura le Kofi Bryan, ça semble quand même bien parti. Au final, un show correct, hein, très correct, qui prépare WrestleMania avant tout,
sans surprise au niveau des résultats, hein, un peu comme tous les Fastlane, hein, voilà, à un mois de WrestleMania, et en général, il n'y a pas de changement de titre, et il n'y en a eu aucun. Donc, les résultats, bah, j'avais tout bon, hein, à part le match du kick-off, mais qui était complètement gratuit, sans storyline entre les New Day et Rusev Nakamura. Mais sinon, tous les autres matchs, aucune surprise. Tout le monde aurait pu les prédire. Voilà, c'était un peu le bordel quand même durant ce show. Au niveau du booking, les femmes en dessous. Mais voilà, surtout du divertissement avant tout. Du divertissement. Et voilà, c'était un Fastlane plus correct, meilleur que les Fastlane précédents, enfin que les récents Fastlane. Donc je lui donne la note de 6,5 sur 10, donc au-dessus de la moyenne. Ça a été divertissant, bordélique et divertissant à la fois. C'est un peu comme ça que je pourrais résumer ce show. Ça se laissait regarder. Tout n'a pas été parfait, mais voilà, j'ai pas envie de taper sur ce show, puisque finalement, après l'avoir regardé à nouveau, bah non, ça se laissait regarder, c'était agréable. C'était agréable. Plutôt filler, il faut le dire. Mais pas de surprise. Mais c'était un truc qui se laissait bien regarder, quoi. Ça faisait un peu weekly, un pay-per-view weekly à la fois, quoi. Un weekly du dimanche. Mais bon, on pouvait s'en douter, il fallait pas s'attendre non plus à grand chose. Et puis pour les adieux du Shield, enfin si c'est des vrais adieux, je trouve juste un petit peu dommage qu'il n'ait pas fait pour un pay-per-view du Big Four. Ça, c'est ma petite parenthèse, hein, parce que finir sur un match à Fastlane, c'est quand même pas très glorieux. Voilà pour cette vidéo, donc j'aurais fait presque 1 heure, hein, désolé pour la longueur, mais j'espère que vous serez nombreux à l'écouter. Je ne sais pas si ce pay-per-view vous aura plu, ou si vous avez été plus injuste que moi, plus dur que moi vis-à-vis de ce pay-per-view. Voilà, je pense que ce pay-per-view va, à mon avis, plutôt faire consensus, mais je pense qu'il va y en avoir quelques-uns. Je vais écouter un peu ce qui se dit sur la toile. Moi, je pense qu'il y en aura quelques-uns qui seront plus durs que moi, à mon avis. Je vais écouter ça avec attention. Voilà, on se retrouve très bientôt pour parler peut-être de ce qui va se passer ce soir ou à SmackDown, s'il y a des choses très étonnantes qui se passent. On se retrouve donc très bientôt pour une prochaine vidéo. Passez une très bonne semaine, un bon pay-per-view si vous ne l'avez pas encore regardé, et d'ici là, bien entendu, n'oubliez surtout pas, vive le catch. Ciao à tous.